Ça fait longtemps que l'on n'a pas vu de sorcières brûlées en place publique, c'est une tradition qui se perd, hein. Certains le regrettent peut-être. Voilà pourquoi en recevant un hérétique, nous gardons près de nous un verre d'eau pour éteindre une éventuelle torche qui se présenterait. Bonjour Thomas Porcher. Bonjour. Alors vous êtes économiste, vous publiez Traité d'économie hérétique, en finir avec le discours dominant. Juste au début, votre surnom, ce n'est pas un peu l'économiste de C'est dans l'air, non? On voit souvent dans C'est dans l'air. Oui, c'est vrai. est-ce que- Il m'invite. Enfin, moi, toute personne qui m'invite et qui m'offre une tribune, j'y vais, hein. Bien sûr. Mais mes idées ne changent pas, que ce soit assez dans l'air, aux Tout à médias, ça ne change jamais, hein. Voilà. Alors, votre livre est un petit manuel pour aller contre le discours libéral. Vous dites d'ailleurs que ces idées ont infusé dans la société. Mais pourquoi finalement la population les accepte-t-elle si d'après vous elles ne sont pas bonnes? Mais parce que ça fait 30 ans qu'on nous dit la même chose. Il y a un discours monocorde, un bourrage de crâne, hein, et on le voit bien même des représentants politiques, hein. Ils vous disent tout le temps, oui, la dette c'est un problème pour les générations futures, il faut réduire le déficit. Enfin, et tout ça, c'est devenu des espèces de vérités qui se sont installées, quels que soient les résultats économiques que l'on a. Et aujourd'hui, quand on vous présente les termes du débat, on se rend compte que les solutions proposées sont obligatoirement des solutions qui sont extrêmement étriquées. Et au final, à la fin, on vous dit, il n'y a qu'une seule voie. Et la seule voie, c'est de libéraliser, de couper dans les dépenses publiques, de réduire les déficits, de réduire la sphère de l'État, de revendre les actifs de l'État pour l'actif privé. Donc voilà, à la fin, il n'y a qu'une seule solution. Et finalement, depuis 30 ans, le discours n'a pas beaucoup évolué entre Margaret Thatcher qui disait There is no alternative, il n'y a pas d'alternative, et Emmanuel Macron qui vous dit l'autre politique est un mirage. Finalement, c'est le même son qu'on entend depuis 30 ans. Et vous pensez aujourd'hui que les Français ne seraient pas prêts pour cette expérience? Ils l'ont déjà vécu plus ou moins fort que le Royaume-Uni et que les États-Unis, ça c'est sûr, mais ils l'ont quand même vécu. Vous regardez sur le marché du travail, Oui. hein, je l'explique dans mon livre. Ouais, Il y a oui, eu bien d'abord sûr. les CDD qui ont été créés, l'intérim qui a été créé, le droit de licencier. On a facilité tout ça pour rendre le marché plus flexible. Quels ont été les effets sur le chômage? Il n'a fait qu'augmenter. On a coupé dans les dépenses publiques, on a fait des économies qui ont commencé en 2011 et qui ont été poursuivies sous François Hollande. Quels ont été les résultats pour les Français? Je ne crois pas qu'ils ont vu leur vie s'améliorer, hein. Donc on va vers plus de libéralisme depuis 30 ans. On n'a pas été aussi loin que le Royaume-Uni et les États-Unis. Je ne suis pas sûr que d'aller plus loin en France, ça va servir au final la cohésion sociale française, hein. Je pense qu'on va plutôt alimenter des extrêmes. Voilà, alors ça c'est le fond de votre livre Traité d'économie hérétique. Moi, il y a juste un chapitre sur lequel j'aimerais revenir, c'est un chapitre sur la réussite individuelle. Et en gros, vous dites que ça n'existe pas en fait, véritablement la réussite individuelle. Vous prenez même des exemples de Mark Zuckerberg, Oui. de Steve Jobs. Vous dites finalement, ces gens-là, on les cite souvent comme des réussites individuelles et pourtant ça part toujours d'un côté collectif. Bien sûr, vous regardez l'iPhone, qui est une réussite américaine, Steve Jobs, il a récupéré des innovations qui ont été financées par l'État. Internet a été financé par l'État américain, le GPS, la reconnaissance vocale, l'écran tactile, tout ça vient de la recherche publique à la Ouais, mais base. l'idée, c'est lui qui l'a. Non, tout de non, même, non, non, lui, il a fait que récupérer ces innovations publiques, donc il a fait quelque chose de bien. Les meilleurs hommes d'affaires sont souvent américains parce que derrière, vous avez une main qui donne de l'argent public et qui innove. On a l'impression tout de même que depuis quelques années, l'économie est devenue plus accessible, plus compréhensible. Par exemple, les journaux, aujourd'hui, sont des sujets grand public de l'économie. Tout le monde va avoir son point de vue sur l'économie, y compris des gens qui ne sont pas économistes. Malgré tout, moi j'ai l'impression que même s'il y a une diversité de points de vue qu'on peut trouver, vous avez quand même toujours un point de vue qui est plus gagnant que l'autre. Et la dette, par exemple, c'est le chiffon qu'on agite dans tous les sens pour dire qu'on ne peut pas faire des investissements dans le service public, dans les pompiers, les EHPAD, les hôpitaux. Par contre, quand on se prive de rentrée budgétaire, là, la dette, elle n'est pas importante, hein. Emmanuel Macron, il a un programme où il va offrir 24 milliards de baisse de fiscalité aux entreprises, aux 10% les ménages et même aux 1% les ménages les plus riches. Là, la dette, c'est plus une urgence. Par contre, quand il faut investir dans l'hôpital, la dette, ça devient une urgence. Mais Donc, vous avez une espèce- l'impression aussi que le grand public les comprend davantage aussi par rapport à avant. On avait l'impression que c'était que des chiffres, que des concepts bizarres. Et depuis quelques années, c'est vrai, parce qu'on a été confronté aussi à des crises, que ce soit la crise grecque, la crise des subprimes. Le grand public comprend davantage ce qui se passe. Malheureusement, non, je Non, pense pas. non. Non, on est resté très comptable. Et vous regardez, le déficit est passé en dessous de la barre des 3%. C'est une victoire comptable, on est très content. Beaucoup de gens n'ont pas senti de différence et je pense que beaucoup de gens ne la sentiront pas dans les prochains mois. Mais c'est une victoire comptable. Donc on dit c'est super, on est devenu un grand pays, on est devenu très fort parce qu'on est passé sous la barre des 3%. Vous regardez sur le traitement de ce qui s'est passé sur la zone euro depuis 2011, la façon dont on a traité les Grecs, les pays du Sud, etc. Il n'y a pas une vraie compréhension, moi je pense, des mécanismes économiques parce que c'est compliqué, c'est très D'accord. compliqué. Regardez par exemple sur la dernière élection, c'est très criant. Emmanuel Macron, il a présenté un programme fin février, il était numéro 1 des sondages, où il vous fait un cadrage, il dit qu'il va économiser à droite et à gauche. Tout le monde dit c'est sérieux, sans poser les vraies questions. Mais quand vous économisez 15 milliards sur l'assurance maladie, c'est ce qu'il a dit, Oui. vous allez couper où? Quels médicaments vous n'allez pas rembourser? Faut le dire. Quand vous économisez 10 milliards sur l'assurance chômage, vous allez faire des prestations moins longues pour les chômeurs, vous allez leur donner moins de choses. Il y avait de vraies questions économiques. Ces questions n'ont pas été posées. Son programme a été jugé sérieux par une certaine élite, alors qu'il y avait beaucoup de questions à poser. Et d'un autre côté, le programme de Jean-Luc Mélenchon ou de Benoît Hamon a été jugé comme peu crédible, alors même qu'il y avait un tas d'économistes qui les soutenaient, et des économistes brillants comme Piketty et Hamon. Donc il n'y a pas eu un vrai débat sur un même niveau de ces différents programmes économiques, alors qu'il aurait été pour moi nécessaire. La mise à jour de Thomas Porcher, c'est à suivre toute la journée sur France Info.